La SCI est-elle l'arme ultime de l'investisseur? Est-ce qu'elle permet de passer des paliers de financement, de se débloquer en banque et d'accumuler un patrimoine immobilier presque de façon illimitée? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo, les amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Accordez-moi quelques minutes dans cette vidéo si vous êtes intéressés, les amis. On va décortiquer en long, en large et comme d'habitude de façon pédagogique le fonctionnement d'une SCI. On va aborder pour ça plusieurs parties que je vais vous dévoiler. Première partie, on va regarder ce qu'est une SCI concrètement, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut acheter avec, etc. On va regarder ensuite bien évidemment la fiscalité de la SCI. On enchaînera avec une troisième partie sur les choses qu'on peut déduire et amortir dans une SCI. Vous allez voir, vous allez apprendre certaines choses que je pense peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Ensuite, quatrième partie, pour finir un petit peu la théorie, c'est la plus-value, comment fonctionne le calcul de la plus-value lors d'une SCI. Cinquième partie, et là ça devient un peu plus stratégique, c'est que devient ton argent qui est sur ta SCI, qu'est-ce que tu peux en faire, comment tu peux jouer un petit peu avec ça. Ensuite, on attaquera une sixième partie, c'est comment tu vas pouvoir vivre des bénéfices, si c'est ton objectif, comment tu peux vivre des bénéfices d'une SCI. On va regarder en détail ce que ça implique, les tenants et les aboutissants pour pouvoir vivre avec ce type de montage. Avant-dernière partie, septième partie, on va regarder justement est-ce que la SCI est une arme redoutable pour aller chercher du financement lorsque tu es bloqué souvent en nom propre. On va aller regarder si vraiment, oui ou non, ça permet d'aller chercher plus de financement bancaire ou pas. Et enfin, huitième et dernière partie, c'est la plus intéressante, donc reste jusqu'au bout de cette vidéo. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné, avant que je te révèle la huitième partie qui va t'intéresser le plus, abonne-toi, partage cette vidéo, active les petites cloches pour pouvoir recevoir les notifications. Ça nous booste sur la chaîne, on est en train de monter petit à petit et je suis sûr que ça peut toi t'aider si tu as quelques minutes à y consacrer. Si tu es encore sur cette vidéo, c'est que probablement tu es intéressé par l'IMO et par l'investissement immobilier, donc reste bien jusqu'au bout parce que la huitième partie, je vais te donner tous mes tips et conseils sur comment moi-même j'utilise mes SCI, parce que j'en ai plusieurs, beaucoup même, comment je fais, comment je les imbrique entre elles, pourquoi je les ai mises en place et comment j'arrive à en tirer le maximum de bénéfices. C'est parti, on va passer plusieurs dizaines de minutes ensemble, je vais essayer de te synthétiser tout ça. Let's go, on attaque avec la première partie. Donc les basiques, premièrement, qu'est-ce qu'une SCI, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, comment on fait tout ça. Une SCI, c'est ce qu'on appelle une société civile immobilière. Quand tu fais de l'immobilier, tu as basiquement deux façons d'acheter un bien immobilier, que ce soit une maison, un appartement, un garage, une place de parking, une villa, un chalet, peu importe, tout ça c'est un bien immobilier, ok, quel qu'il soit. Tu as basiquement donc deux façons de l'acheter. Soit tu l'achètes, ce qu'on appelle en nom propre, toi, personne physique, tu détiens le bien en question. Le titre de propriété du bien est à ton nom. Tu l'as acheté en personne physique. Ou bien, tu peux l'acheter via une société, donc une SCI, une société civile immobilière. Et à ce moment-là, première différence, le bien immobilier que tu vas avoir acheté ne t'appartiendra pas, mais il appartiendra à la société civile immobilière. Donc sur le titre de propriété, le bien appartient à la SCI. Première grosse différence fondamentale, c'est que au lieu de posséder en nom propre, en personne physique, ton bien immobilier, il sera détenu par une entité morale, une personne morale qui est donc ta société civile immobilière. On va voir, ça a beaucoup de conséquences, évidemment. Le fait de ne pas détenir toi-même, on va pas rentrer trop loin dans les protections juridiques, etc. Je vais vraiment essayer de te faire un récap, que tu comprennes déjà basiquement, on va quand même rentrer un peu dans quelques détails, mais que tu comprennes surtout la SCI, que tu puisses derrière savoir si c'est fait pour toi ou pas, parce que ça va répondre aussi à la question souvent des débutants, c'est est-ce qu'il faut mieux que j'investisse justement en nom propre ou est-ce qu'il faut mieux que j'investisse en SCI? Souvent, la question, quand tu maîtrises ce que c'est une SCI, tu vas voir que tu vas pouvoir y répondre et c'est le but de cette vidéo. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est que pour ouvrir donc et faire cette création d'entreprise, cette création de société civile immobilière, il faut au moins deux personnes physique ou entité morale. Toi avec une société, toi avec les parts d'une autre SCI, peu importe, il faut au moins deux personnes ou entités différentes pour ouvrir une SCI. C'est-à-dire que si tu es solo, je vais te vulgariser la chose, si tu es solo, que tu veux investir en IMO et que tu as envie de faire une SCI, tu peux pas ouvrir ta SCI toi tout seul comme tu vas ouvrir ta société commerciale style SASU, etc. Ça tu peux le faire tout seul. Une SCI, tu ne peux pas. Ça nous amène à une autre différence. La société civile immobilière, pour moi je le vois toujours un peu comme ça, elle est à la frontière entre le nom propre et la vraie société
sociétés commerciales, style SAS, SARL, EURL, etc., où tu peux faire tout type de commerce. Tu peux ouvrir ton kebab avec, tu peux ouvrir vendre des vêtements, vendre tout ce que tu veux. La société civile immobilière, elle se retrouve un peu entre les deux. C'est pas non plus une vraie société commerciale, tu peux pas faire tout et n'importe quoi dedans, mais c'est pas non plus du nom propre. Donc tu vas quand même avoir un statut, tu vas devoir faire des statuts, un cabis, un numéro de SIRET, mais dedans, elle va te servir seulement à faire de l'immobilier. Tout son nom, c'est une société civile et non pas une société commerciale. Société civile immobilière, donc dédiée à tes investissements immobiliers. Donc il faudra au moins être deux. Je vais te donner dans la 8e et dernière partie justement les astuces pour peut-être la monter toi-même, tout seul, sans associé. Donc là tu vas me dire, waouh, déjà je comprends pas, tu me dis qu'il faut être deux. Tu vas voir, il faut être deux, mais tu peux la faire toi avec d'autres parties de toi. On verra ça en partie 8 une fois que tu auras bien maîtrisé la société civile immobilière. Donc ça c'est la première partie, mais il faut bien que tu comprennes la différence. Le bien ne t'appartient plus, il appartient à ta société. Deuxième partie, et on va rentrer directement dans le dur, mais c'est une des choses fondamentales à prendre en considération lorsque justement tu fais ton choix, on va dire, de stratégie d'investissement. Est-ce que je pars plutôt en SCI? Est-ce que je pars plutôt en nom propre? C'est de maîtriser la fiscalité de cette SCI, parce que souvent le choix est fiscal. Au-delà déjà aussi de l'objectif personnel, on va en venir plus tard dans la partie d'après, mais au-delà de l'objectif personnel, c'est aussi quelle est la meilleure fiscalité et comment tu vas pouvoir optimiser ta fiscalité. Deux types de fiscalité différentes lorsque tu mets en place une société civile immobilière, tu vas pouvoir choisir ta fiscalité entre deux options, évidemment. Soit tu décides de mettre la fiscalité du particulier sur ta société civile immobilière, ok, c'est pour ça que je dis toujours tu es à cheval entre le particulier et la vraie société commerciale. La SCI, elle est au milieu. Soit tu peux l'imposer au particulier, on va le voir, c'est ce qu'on appelle une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Soit tu peux décider de se la faire imposer comme une vraie société à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est important à le savoir. Donc tu vas choisir selon plusieurs caractéristiques, je vais te les donner en détail, que tu regardes un petit peu comment ça fonctionne, quel est le meilleur pour toi. Si on part sur souvent le plus courant, c'est la SCI à l'IS. Donc ta société sera imposée à l'impôt sur les sociétés. Comment fonctionne l'impôt sur les sociétés? En France, l'impôt sur les sociétés est de 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices, d'accord? De bénéfices, pas de chiffre d'affaires. On va le voir après justement quand on va parler des amortissements des déductions. Dans une société civile immobilière, lorsque tu achètes un bien immobilier, on va vulgariser pour que ça soit très simple à comprendre. Ton chiffre d'affaires, c'est les loyers que tu encaisses. Que tu fasses de la location longue durée, de la location courte durée, du Airbnb, de l'atypique, peu importe. Les loyers que tu vas percevoir, c'est ton CA, c'est ton chiffre d'affaires, ok? Donc c'est ce qui rentre. Ensuite, tu vas avoir des charges. Tu vas peut-être payer de l'électricité, de la taxe foncière, etc., etc. Tu vas avoir des charges. On va regarder ça en détail. Donc tu vas venir les soustraire à ton chiffre d'affaires. Et ce qui va rester, c'est le bénéfice. C'est le bénéfice, c'est le résultat. En dessous de 42 500 € de bénéfice, de résultats, ces résultats en question seront imposés à 15%, d'accord? Et au-delà, tu prendras le taux normal d'IS qui est de 25% en France. Ça, c'est une SCI à l'IS d'un point de vue fiscal. Maintenant, si on compare à la SCI à l'IR, tu n'as plus ces 15 et 25% qui est le taux d'impôt sur les sociétés parce que tu vas décider de te remettre à l'imposition sur le revenu, donc l'imposition du particulier. Donc là, si tu maîtrises pas l'imposition du particulier, je t'inviterai à te renseigner un petit peu de comment ça marche, mais en France, j'espère que tu n'es pas censé ignorer ça. Sinon, va regarder, on a déjà fait des vidéos dessus, ou renseigne-toi, ChatGPT, etc. Franchement, maîtriser l'impôt en France, c'est pas compliqué, mais ça vaut le coup de s'y pencher parce que c'est pas inné puis on te l'apprend pas à l'école, hein, évidemment, ça serait trop beau. Mais l'imposition du particulier, l'imposition sur son salaire, voilà, si tu as un job, si tu travailles en CDI, en CDD, peu importe, ton salaire se fait imposer en France. Tu payes de l'IR, tu payes de l'impôt sur le revenu, sur toute forme de revenu. Si tu fais trop de Vinted, etc., c'est pareil, revenu. Eh bien, il est ce qu'on appelle progressif. Tu as des tranches marginales d'imposition, des TMI, ce qui signifie, je vulgarise là encore une fois, que plus tu gagnes d'argent annuel, ok, plus tu as un gros revenu, plus ton imposition sera forte. Okay. Entre 0 et 10 000, on t'impose pas. Entre 10 000 et 28 000, je fais des grosses fourchettes. Hein. C'est pas le chiffre exact, mais je fais des grosses fourchettes. On pourra te mettre dans la vidéo les fourchettes précises. Tu vas être imposé à 11%. Ensuite, de 28 à 78, 80, etc., tu seras à 30%. Au-delà, tu seras à 41% d'imposition. Et puis, si tu es vraiment à très très gros revenu, à plus de 180 000 et quelques, etc., tu seras à 45% d'imposition. Donc, tu vois, plus tu gagnes d'argent, plus ton impôt sur le revenu, il est proportionnellement fort. Si on revient à notre
notre SCI, eh bien, c'est le même principe. Si tu décides de mettre ta SCI, non pas à l'IS 15 et 25%, tu viens mettre les résultats de ta SCI, ok, donc s'il reste dans ta poche, ton bénéfice, eh bien, sur ta tranche marginale d'imposition. Tout simplement, tu redeviens avec une société, mais qui subit l'impôt personnel, l'impôt du particulier. Fait intéressant quand même, anecdote qui est non négligeable, en société civile immobilière à l'IR, quand tu choisis d'être à l'IR, tu ne peux pas faire, sauf dérogation, environ 10%, tu ne peux pas faire de location meublée normalement au sein de ta SCI à l'IR. Donc ça déjà, ça va être un premier facteur. Si tu sais que tu veux faire que du meublé ou que tu veux faire que du Airbnb, comme c'est le cas sur cette chaîne, tu nous suis, on fait que du Airbnb, on fait que de l'atypique, etc. Warning, la SCI à l'IR, c'est peut-être pas fait pour toi. Ça, c'est une première info. Et là, tu commences déjà un petit peu à décortiquer la chose. Si tu es quelqu'un avec un faible salaire annuel de ton job, ou je sais pas, pour X raison, t'as pas un gros salaire, tu déclares, je sais pas, 25K annuel, ok, là tu vas être dans des petites TMI, peut-être intéressant de choisir l'IR. Par contre, je sais pas, t'es avocat, t'es médecin, t'es chirurgien, t'es tout ce que tu veux, ou n'importe, t'es entrepreneur, tu te sors de gros salaires, etc., t'as des gros revenus, là, tu vas être dans des TMI qui sont très hauts, 30, 41, versus 15 ou 25% d'IS, c'est peut-être plus intéressant d'aller à l'IS, je subirai une moins forte imposition que si je reste à l'IR. Tu vois, je te donne déjà des pistes de réflexion, il n'y a pas que ça à prendre en compte évidemment, mais au moins déjà que tu maîtrises sa fiscalité, ok, les impositions ne sont pas les mêmes. On va voir après qu'il y a plein d'autres différences sur le calcul de la plus-value, on va regarder les amortissements, etc. évidemment, mais au moins déjà tu as les tenants et les aboutissants de comment est imposée une SCI à l'IR versus une SCI à l'IS. Troisième partie maintenant qui va venir un petit peu compléter ce que je viens de te dire sur la partie 2 et la fiscalité, ce sont les déductions et les amortissements. Tu as peut-être déjà entendu, tu m'as certainement déjà entendu dire que sur de l'immobilier bien investi, bien acheté, on ne paye pas d'imposition. Et là, tu dois te dire, mais what? Comment c'est possible? Tu viens de nous dire qu'on rentrait des loyers, on avait un peu de charges, etc. Il restait des résultats et on prenait soit l'IS, soit l'IR dessus. Eh bien, tu vas avoir, si tu investis intelligemment, c'est-à-dire que si tu achètes au bon prix et que tu fais notamment beaucoup de travaux, on va le voir, beaucoup d'amortissements, tu vas réussir à écraser complètement tes loyers. Je prends un exemple, tu fais avec, je sais pas, un petit immeuble de rapport de 2 ou 3 appartements avec un atypique, un truc un peu sympa. Disons que tu fais 5 000 € de loyer brut chaque mois. En face, tu vas avoir des charges déductibles. Première partie de charge, on a les charges déductibles et les charges amortissables. Les charges déductibles, c'est des charges qui vont revenir de façon récurrente, grosso modo, tous les ans, tous les mois, tout le temps. Donc, tu vas avoir ta taxe foncière. J'enlève, je sais pas, si je paye 1 200 € par an, ça fait 100 € par mois. Hop, j'enlève ça. Il me reste plus 5 000, mais plus que 4 900. Ensuite, j'ai eu intérêt d'emprunt pour mon prêt. Hop, j'enlève ça. J'ai payé 100 € ma femme de ménage. Allez hop, plus que 4 000 sur 5 000 de loyer. En fait, je viens renier avec toutes mes charges. J'ai payé l'eau, j'ai payé les lecs, j'ai payé Internet, j'ai dû aller faire les courses parce que je fais du Airbnb, j'ai acheté du café, des produits ménagers, j'en ai eu pour 200 balles. Allez hop, 200 balles, etc. ICA, indemnité kilométrique, tu peux en passer aussi. Restaurant, tu peux en passer aussi. Gros warning, je suis obligé de te le dire sur les ICA et les restaurants. Dans la fiscalité d'une entreprise, toute charge que tu assujettis à l'entreprise doit être justifiée et avoir été réalisée dans le but d'améliorer la santé de cette dernière, de ton entreprise. Donc quand je dis ICA, indemnité kilométrique, donc des frais de route ou du restaurant, c'est pas toi qui es parti avec ta nana au McDo le samedi soir ou lui payer un resto à Saint-Valentin. Ça marche pas. Ça va être moins facile que dans une société commerciale, je t'ai rien dit, de passer des restaurants. Non, là, il faut que tu puisses justifier que par exemple, tu as fait un restaurant avec un artisan pendant tes travaux parce que vous vouliez discuter des plans, etc. Que ça avait un intérêt pour ta SCI. Pareil pour les ICA. Justifier que oui, tu as dû aller sur ton chantier, suivre les travaux, j'ai eu un souci avec un client, j'ai dû y aller, etc. Ok, tu passes pas les ICA pour aller à la boulangerie ou pour partir en vacances. D'accord? Warning là-dessus, attention, parce qu'on aurait tendance à vite dire c'est facile, allez, je passe beaucoup de charges. Attention là-dessus, en cas de redressement fiscal, il va falloir prouver chaque kilomètre, chaque ticket de repas avec qui tu as été au restaurant, etc. Et ils peuvent interroger la personne, voir si c'est vrai. Donc attention quand même là-dessus, et il y a de plus en plus de contrôles fiscaux en France, donc warning là-dessus, ok? Mais tu vas pouvoir passer plein de charges déductibles. Là, je t'en donnais quelques exemples, la liste est beaucoup plus longue que ça, évidemment. Des charges qui vont revenir constamment, qui vont venir justement écraser, compenser tes loyers perçus. Donc ça, c'est les charges déductibles. Et je te disais, si tu as bien acheté intelligemment, c'est-à-dire quelque chose qui est bien dans son jus, que tu as restauré toi-même, que tu as injecté des travaux, ça a plein d'autres intérêts, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un intérêt, c'est que tu vas créer le deuxième type de charge, à côté des déductibles, ce sont les charges d'amortissement.
Là, tu vas avoir fait, dans ton petit immeuble qu'on a pris là en exemple qui fait 5 000 € de loyer, tu vas avoir fait 80 000 € de travaux. Tu as tout refait, tu as refait la plomberie, tu as refait un petit peu d'électricité, il fallait réisoler, tu as changé les fenêtres, tu as refait la salle de bain, tu as changé le parquet, etc., etc. Et bien là, ton comptable, il va par catégorie dire ok, tout ce qui était les travaux de gros œuvre, je te prends cette somme, je la divise par 20 ans et chaque année, tu peux amortir ça, cette somme-là. Tout ce qui est l'ameublement, ok, tu as fait 10 000 € d'ameublement, et bien écoute, je vais le diviser en 5 ans, ça fait 2 000 € par an, et ben tu peux amortir 2 000 € de meubles par an. Et puis tout ce qui est la peinture, c'est sur 10 ans. Et puis tout ce qui est le sol, je vais le faire sur 7 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui fait sa petite tambouille, ok, il y a des règles, il y a des cadres, tu fais, c'est pas toi qui choisis tes durées d'amortissement. Mais tout ça, tu vas le rentrer en amortissement et chaque année, tu vas pouvoir prendre une partie. Et ça, si tes charges déductibles n'auront probablement pas suffi, à écraser tes loyers perçus, bah là tu vas en rajouter une couche avec les travaux. Donc là peut-être que tu vas réussir à cumuler, donc si tu faisais 5 000 par mois, donc ça fait 60 000 par an, tu vas peut-être réussir à avoisiner les 60 000 € de charges en face et d'avoir un résultat qui frôle le zéro. Tu as autre chose aussi en société qui est amorti, c'est le bâti, ok, ça veut dire qu'on prend 80% en général, entre 80 et 90% du prix d'achat de ton bien qu'on va amortir sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça dépend des comptables, à toi de négocier avec lui, entre guillemets, et cette somme, tous les ans, tu vas la passer en amortissement aussi. Donc tu vois, ça te permet de te rajouter, je sais pas, tu as acheté un bien 200 000 €, tu l'amortis sur 20 ans, c'est-à-dire que chaque année, tu vas avoir le droit à 10 000 € d'amortissement en plus. Le but, encore une fois, est de compenser les entrées versus les sorties. Tu as compris, c'est pas de l'argent que tu sors de ta poche. Hein. Ne mélange pas, bah du coup, si j'ai autant de sorties que d'entrées, je fais pas d'argent à la fin du mois. Non, on va prendre 10 000 € de bâti par exemple, on va prendre l'amortissement des travaux, c'est pas de l'argent que tu sors chaque mois. C'est comptablement de l'argent qui est là pour venir écraser ton résultat. Mais c'est pas de l'argent que tu sors de ta poche, ça t'empêchera pas de faire du cash flow. Ok, j'espère que la nuance elle est bien comprise. Hein. Sinon tu me le diras en commentaire et je te referai une différence entre amortir de la charge et sortir du cash flow. Ok, c'est complètement choses différentes. Et là, en fait, tu l'as compris, tu vas pouvoir en SCI amortir toutes ces choses et déduire toutes ces choses. Et si tu le fais bien, c'est pour ça que je te disais, si tu investis correctement, que tu fais assez de travaux, etc., tu vas pouvoir créer suffisamment d'amortissement pour ramener ton chiffre d'affaires, donc écraser ton chiffre d'affaires et donc ramener ton résultat, tes bénéfices à zéro. Et ensuite, tu l'as compris, que tu sois à l'IR ou que tu sois à l'IS, l'IR et l'IS va imposer le résultat. Donc, que tu sois à 15%, 25% ou dans ta TMI à 30 ou 41%, si tu fais zéro de résultat, 15% de zéro, ça fait zéro. 25% de zéro, ça fait zéro. 30% de zéro, ça fait zéro. Tu ne payes pas d'imposition sur tes revenus locatifs. Ok ? Le temps que tu arrives toujours à ramener ton résultat à zéro. Le jour où tu n'as plus assez de charges en face, parce que ça y est, tu as amorti tous tes meubles, ça y est, ça fait 5 ans, la 6e année, tu as perdu l'amortissement des meubles, tu as perdu l'amortissement de la peinture, ça y est, tu as tout fini, peut-être qu'il va commencer à manquer un peu, il va manquer 10 000. Bon, bah tes 10 000 de résultats, ils seront imposés à l'IS ou à l'IR. Tu as compris le fonctionnement. Donc c'est pour ça que souvent, on privilégie les investissements où il y a beaucoup de travaux. Parce que ça a plein d'avantages, comme le fait de refaire à neuf, surtout avec les DP aujourd'hui, tu vas pouvoir revendre plus cher, tu vas pouvoir créer tes espaces, etc. Je vais pas rentrer sur ce terrain, on pourrait en faire une vidéo de tous les avantages de faire des travaux. Aujourd'hui, l'avantage qui nous intéresse, c'est fiscalement, tu crées beaucoup d'amortissements. Et donc, tu vas avoir plusieurs années où tu vas avoir une grande probabilité de ramener ton imposition à zéro. Et donc, de maximiser la rentabilité de ton bien. Parce que du coup, entre la rentabilité nette et la rentabilité nette d'impôt, et ben en fait, il n'y a aucune différence. Parce que tu ne payes pas d'impôt dessus. Ok, donc tu l'as compris, c'est pas in vita aeternam. Il y a un moment, tu as mangé tes amortissements et l'impôt revient au galop en disant ah ça y est, coucou, ton résultat n'est plus à zéro, j'arrive. Peut-être que là, ça sera le moment d'arbitrer, etc. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo aussi quand est-ce qu'il faut arbitrer, c'est-à-dire vendre, etc. Mais voilà comment marchent, grosso modo, les amortissements et la fiscalité de façon simple. Ok, c'est le premier plateau, il y a des petites subtilités, mais grosso modo, voici comment marche la fiscalité et les amortissements lorsque tu décides de passer par une société civile immobilière. Ensuite, quatrième partie, je dirais que c'est la dernière partie sur les caractéristiques un peu fiscales et comptables d'une SCI. Ensuite, on va rentrer dans le concret. Comment on s'en sert dans la vie de tous les jours, certainement les parties qui t'intéressent le plus. Mais avant, il faut bien que tu aies compris comment ça fonctionne. C'est la plus-value. La plus-value, c'est quoi? La plus-value, c'est j'achète un bien de 100 000 €, je le revends 5 ans après, 10 ans après, peu importe, disons 250 000 €, parce que j'ai fait des travaux d'amélioration, parce que le marché a augmenté un petit peu. 10 ans après, je le revends 50 000 € de plus. Eh bien, 250 000 moins 200 000, tu as fait 50 000 € de plus-value. C'est-à-dire que ces 50 000 € là, en France, sur
des propriétés secondaires, ok, des biens des secondaires, pas ta résidence principale. Hein. La résidence principale n'a pas d'imposition sur la plus-value, pas encore, à l'heure où je te fais cette vidéo, du moins, peut-être dans les prochaines années, on verra, mais n'a pas d'imposition sur la plus-value. Par contre, tout ce qui est secondaire, donc que ce soit la maison de campagne ou une maison que tu loues en locatif, pour le fisc, c'est la même chose, c'est des maisons secondaires, là tu as imposition. Donc si cette maison secondaire, ce bien immobilier secondaire, il génère des loyers, ils seront imposés. Et si tu fais de la plus-value à la vente, la plus-value sera imposée. Donc plus-value, comment ça se calcule? Tu vas voir qu'il y a une différence entre, encore une fois, si tu as décidé de te faire une SCI à l'IS ou si tu as décidé de te faire une SCI à l'IS. Il n'y a pas que la fiscalité qui change, il y a aussi la fiscalité sur les loyers, il y a aussi la fiscalité sur la plus-value. Dans le cas d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, à l'IS, eh bien, tu vas avoir un calcul qui est le même calcul que dans une entreprise lorsque tu fais de l'amortissement comptable d'objets. Par exemple, tu as une entreprise, tu as acheté un ordinateur, ok, et bien on va dire ton ordinateur, il est amortissable sur 5 ans. Bah, je sais pas si tu l'as payé 5 000 € ton ordi parce que tu as pris un gros Mac, et bah chaque année, tu amortis 1000. Au bout de 5 ans, comptablement, il vaut plus rien ton ordinateur. Mais peut-être que sur le marché, il vaut encore 4000. Si tu le revends 4000, tu fais 4000 de plus-value. Parce que comptablement, tu l'as amorti, donc il vaut 0, et tu le revends 4000. 4000 moins 0, 4000, tu fais 4000 de plus-value. J'espère que je suis clair. Eh bien, en immobilier, c'est exactement la même chose lorsque tu es dans une SCI à l'IS. Tu achètes un bien 200 000 €, tu le revends 250, 50 000 de plus-value. Mais je te l'ai dit, on amortit le bâti, on amortit la valeur de ce bien. Disons que ces 200 000, on va faire des calculs simples, tu l'amortis sur 20 ans, ça fait 10 000 € d'amortissement par an. Première année, toi tu l'exploites, tu le vends pas, amortis 10 000. Puis deuxième année 10 000 et 10 000 et 10 000. Tu le gardes 10 ans. Au bout de 10 ans, tu as fait la moitié de ton amortissement, tu as déjà amorti 100 000 €. Et bien là, la valeur comptable de ton bien, elle est plus de 200 000 le prix que tu l'as acheté. Elle est de 200 000 moins les 100 000 que tu as déjà comptablement amorti. Bah oui, on t'a fait gagner de l'impôt grâce à ces 100 000 que tu as déduits, bah on te les renlève à la sortie. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. Donc là, ton bien, comptablement, il vaut plus 200 000, il vaut 100 au bout de 10 ans. Par contre, toi, au bout de 10 ans, tu vas toujours le vendre sur le marché 250 000. Parce que je te dis, tu as fait des travaux d'amélioration, puis le marché a un peu augmenté. Donc là, ta plus-value, elle est plus de 50 000. Elle est de 150 000. Et on va voir que c'est un pourcentage de la plus-value. Donc forcément, plus tu vas garder longtemps, plus la plus-value va grossir à l'IS. Parce que tu vas amortir jusqu'à être à 0. Et là, tu vas prendre une grosse plus-value. Donc là encore, dans les stratégies d'arbitrage de revente, c'est à prendre en compte. Et donc après, c'est le même principe. Tu vas prendre 15% d'IS ou 25% d'IS sur ta plus-value. D'accord? C'est en impôt sur les sociétés. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir le temps de détention et l'amortissement que tu fais. Donc là, il y a une vraie stratégie qui se met en place lorsque tu vas choisir ta durée d'amortissement de ton bâti, ok, de ton bien comptablement. C'est ok, est-ce que je l'amortis sur 20 ans, sur 25, sur 30, sur 35? Ça se réfléchit en fait. C'est là que tu vois que tout est question de stratégie et qu'il y a ceux qui réfléchissent, qui gagnent de l'argent, puis celui-là qui sait pas, qui se prend un mur. Si tu sais que ton bien, tu veux le garder 5 ans, pour X raison, c'est stratégique, et que tu as suffisamment d'amortissement avec tes travaux pour pas forcément avoir besoin d'un gros bâti, bah peut-être que tu vas l'amortir sur 35 ans. Ce qui fait que chaque année, tu vas amortir un petit peu moins, mais toi, ça te suffit pour ramener tes impôts à zéro. Ce qui fait que quand tu vas le vendre, dans 5 ans, tu auras quand même moins défalqué de valeur comptable à ton bien et donc tu auras moins creusé le trou de ta plus-value. J'espère que tu me suis. Moi, ça me paraît évident, mais si tu débutes, je sais que ça peut te dire waouh, ok, c'est compliqué. C'est compliqué jusqu'à temps que tu l'apprennes, que tu le maîtrises et tu vas voir que ça devient une arme redoutable qui est fondamentale à avoir si tu veux pas te planter dans ton immo. Ok? Enfin, une des armes parmi les milliers qui existent, mais ça c'est important. Ok? Si tu as une SCLIR maintenant, Société Imposition sur le Revenu, eh bien tu vas retourner au calcul de la plus-value du particulier qui est de 36,2% de la plus-value. Donc là, si tu as 50 000 de plus-value, eh bien tu fais 36,2%. 36,2 c'est quoi? C'est 19% d'IR, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Les deux faisant 36,2. De 0 à 50 détention, 36,2 d'imposition de plus-value. Donc ok, tu fais 50 000 €, tu vas devoir donner 36,2% de ces 50 000 € à l'État et tu gardes le reste. Au bout de 5 ans, ça commence à être dégressif. Jusqu'à 30 ans, tu es à zéro. Tu n'as plus d'IR et tu n'as plus de PS, plus de prélèvements sociaux. Et là, tu es à zéro. Au bout de 30 ans. Donc c'est-à-dire que oui, une résidence secondaire peut devenir elle aussi exonérée de plus-value comme une résidence principale, mais au bout de 30 ans. Alors que la résidence principale, c'est tout le temps dès le lendemain. Okay, tu l'achètes, tu la revends le lendemain, tu n'as pas de plus-value. Des fois, j'entends des gens dire « Oh, il faut la détenir au moins 5 ans ». Non, c'est pas vrai, c'est bullshit. Ce que font souvent des achats-reventes de marchands de biens, où le premier coup de poker que tu peux faire en RP, c'est tu l'achètes, tu fais les travaux, 4 mois après tu la vends. Pas le droit. Attention à justifier que ça soit bien une RP, mais je veux dire, il n'y a pas de délai à respecter. Ça, c'est important. Donc voilà comment fonctionne un petit peu la plus-value. Donc tu n'as pas d'amortissement comptable à l'IR, tu l'as compris, tu es sur du régime du
particulier. Donc voilà un petit peu pour la partie, on va dire un peu qui casse un peu plus la tête, mais c'est fondamental que tu retiennes ça pour pouvoir déjà faire le bon choix entre l'IR ou l'IS. Et maintenant, on va regarder comment tu vas pouvoir utiliser ça pour ta vie personnelle, construire ta stratégie, potentiellement en vivre, comment ça fonctionne. Et ça nous amène à la partie 5 de cette vidéo. À qui appartient l'argent qui tombe sur la société civile immobilière? À qui il est? Comment tu peux l'utiliser? Comment ça fonctionne? Eh bien, tu l'as compris, dans la partie 1, je t'ai dit que la société civile immobilière allait être propriétaire du bien. C'est pas toi, personne physique, le bien, il t'appartient pas. Il appartient à ta société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on veut pas faire de blabla technique? Ça veut dire que le jour où tu achètes avec une SCI, tu vas trouver un prêt à la banque. La banque, elle va te demander d'ouvrir un compte bancaire spécial pour la société sur lequel ses loyers, son argent à elle, au final, va tomber. D'accord? Donc, dans la vie de tous les jours, ce que ça nous donne, c'est tes loyers. Je sais pas, tu fais du Airbnb, tu fais de la location à l'année. Le RIB que tu vas donner, c'est le RIB du compte de la société. Donc, l'argent va tomber sur le compte de la société. Tu vas payer ton IS et ton IR si tu ramènes pas à zéro. Ok, si tu ramènes à zéro ton résultat comme on avait avant, tu payes pas d'IR. Et là, l'argent, il est sur le compte de la boîte, sur le compte de l'SCI. Eh bien, il n'est pas à toi. Il ne t'appartient pas. Tu ne peux pas prendre cet argent et puis partir en vacances avec, aller faire tes courses à Carrefour avec, ou aller faire un bowling, ou faire ce que tu veux, acheter n'importe quoi à qui tu veux. Non. C'est pas ton argent, c'est celui-là de la société. Et là, tu vas dire, waouh, merde, bah, du coup, ça me sert à quoi? Si je peux pas jouir des profits de mon investissement, c'est inutile. Tu as une façon, tu peux ce qu'on appelle sortir l'argent de la société pour te le ramener en perso. Mais tu te doutes bien, on est en France, on n'est pas à Dubaï, donc le fait de prendre l'argent de ta société et de te le ramener sur ton compte courant en perso, pour là pouvoir, oui, faire ce que tu veux avec et sans qu'on te pose de questions, tu vas devoir payer une imposition. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent que les sociétés, enfin c'est même tout le temps, on subit une double imposition. La première imposition sur les sociétés ou l'imposition sur le revenu, et ensuite la sortie de dividendes, ok, sortir de l'argent d'une entreprise recoute de l'argent, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Okay, il y a plusieurs systèmes, mais grosso modo c'est la flat tax qui est d'environ 30%. À peu près. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tu as subi ton impôt, peut-être que tu ne l'as pas pris parce que tu as ramené à zéro, si tu veux prendre l'argent, tu vas devoir repayer 30% de flat tax pour te sortir cet argent. Ok, ça c'est la réalité des SCI. Donc tu commences à voir un peu, est-ce que c'est une arme ultime, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est du coup pas à faire parce que voilà, tu dis je n'aurai jamais l'argent. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, il faut maîtriser sa fiscalité, mais ça dépend de son objectif. Si ton objectif c'est de vivre de l'IMO avec le cash flow, les bénéfices qu'il y a instantanément chaque mois, pas sûr que la SCI soit le meilleur choix parce que ça va te coûter très cher. Alors que si tu achetais le même bien en nom propre, oui là tu n'avais pas de sujet, tu n'étais pas à l'IS, tu étais forcément à l'IR, mais l'argent tombe sur ton compte personnel. Une fois que tu as payé ton impôt, tu peux tout de suite t'en servir. Là dans une société civile immobilière, IR ou IS, tu peux pas. Il faut sortir l'argent de la société et donc payer la flat tax. Ce qui nous amène directement à la 6e partie de cette vidéo, c'est comment je vis de l'argent de ma société. Moi, j'ai investi dans l'IMO pour devenir rentier, même si j'ai pas ce terme, mais tu m'as compris, vivre de mon travail immobilier, de ma gestion de mes biens, de mes investissements. Comment je fais? Le fric, il est sur le compte de la société. Si je veux le sortir, désolé de l'expression, mais ça me coûte une couille parce que ça va me coûter encore 30% plus mon imposition. C'est pas viable. C'est peut-être pas le but finalement d'une SCI de sortir de la trésorerie. On va le voir après comment moi je les utilise, je vais te donner mes tips, mais peut-être que tout simplement, c'est peut-être pas la meilleure option pour toi à choisir si tu veux en vivre. C'est pour ça que moi, à chaque fois que j'ai mes étudiants en face de moi, qu'on commence, ils arrivent chez nous, on fait le premier bilan, t'en auras plein, c'est la série Destination Réussite. Je t'invite à aller voir, je vais t'en mettre là à vidéo si tu veux aller voir. C'est les bilans qu'on fait, le tout premier bilan, lorsque j'ai un élève qui vient de rentrer chez nous et qu'on décortique un petit peu sa situation, c'est la première question, c'est quoi ton objectif? Pourquoi tu as investi dans l'IMO? Et ça sous-entend, est-ce qu'aujourd'hui tu as un job ou pas? Est-ce que tu veux remplacer ce job dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Combien tu gagnes? Est-ce que tu es en capacité de vite lever de la dette ou pas? Est-ce que là, tout de suite, tu as besoin de récupérer le cash flow de tes biens parce que tu es prêt à la gorge et tu veux tout de suite augmenter ta qualité de vie? Ou est-ce que tu es OK pendant, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, 5 ans, de dire OK, tout l'excédent d'argent que je vais faire avec mon IMO, j'ai pas besoin d'y toucher pour vivre, je veux le laisser de côté. Là, OK, une SCI, ça peut avoir des avantages. Mais si tu veux sortir de l'argent tout le temps, tout de suite, tous les mois, la SCI, c'est pas top. Parce que tu l'as compris, tu vas prendre de la flat tax. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc tu vois, tout est une question de stratégie. Donc là encore, si tu te poses la question, est-ce qu'il faut mieux acheter en nom propre? Est-ce qu'il faut mieux acheter en SCI? Déjà, regarde, c'est quoi ton objectif? Parce que si ton objectif, c'est de sortir l'oseille tous les mois et de flamber avec, la SCI, elle va te coûter cher.
elle va t'exploser ta rentabilité. Ça, c'est pas intéressant. Maintenant, c'est de se dire, ok, moi je peux laisser l'argent sur la SCI pendant 5 ans pour grossir, pour croître, pour montrer à la banque que j'ai un compte bancaire qui augmente, une société bien structurée qui est très positive. Ah, là, ça peut commencer à faire sens. Et là, on va voir aussi qu'elle peut devenir une arme et qu'on va pouvoir l'utiliser même bien plus que ça. Mais concrètement, si tu veux vivre de tes loyers en SCI, bah, la réponse est c'est pas top. C'est pas top parce que ça va te coûter cher. Je dis pas qu'il faut jamais sortir d'argent de sa SCI, mais encore une fois, c'est de la stratégie. Peut-être que tu pourras, une fois que tu auras accumulé beaucoup, qu'il y aura 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros dessus, ça fait 15 ans que tu en fais, et qu'à un moment, bah, le but, c'est pas d'être le plus riche du cimetière. Et là, tu te diras, bah, une fois tous les 5 ans ou 7 ans, je prends 100 000 de sortie, et puis voilà, c'est bon, elle tourne, elle est en place. Ça, c'est des options. Mais encore une fois, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est d'être en croissance les premières années, ne sors pas d'argent de ta SCI, ça va te coûter trop cher. Septième partie qui est très intéressante avant qu'on en arrive à the partie ultime, la partie 8 où je vais te dire un peu comment moi je joue avec mes SCI, c'est est-ce que finalement le mythe qu'on entend très souvent, ah j'ai du mal à me faire financer en perso, passe en SCI et puis là ça sera bon. Donc est-ce qu'une SCI finalement c'est l'arme ultime pour se faire financer en banque? Est-ce que quand tu arrives devant monsieur le banquier et que tu dis j'achète en SCI, c'est bon, les vannes sont ouvertes, etc. Tu le vois déjà à mon ton un peu sarcastique? Non. La réponse est non. C'est pas parce que tu vas acheter ton bien en SCI que ça y est, tu n'es plus assujetti aux 35% d'endettement, c'est la fête, tout le monde ouvre les vannes, on peut te prêter une vita aeternam. Non, c'est faux, ok? C'est archi faux. Ça ne changera rien du tout. Qui plus est, si tu détiens ta SCI, je te l'ai dit tout à l'heure, il faut au moins 2 personnes. Si tu détiens ta SCI, toi, personne physique, avec ton frère, ta mère, ton père, un copain, peu importe, un ami, un associé, en personne physique, bah, c'est 2 personnes physiques qui détiennent l'entité morale. Bah, quand le banquier va regarder votre dossier, bah, il va dire ok, au fond, ok, c'est la SCI qui aura le titre de propriété, mais c'est quand même toi et ton pote qui détient les SCI. Donc moi, je vais regarder vos revenus pour faire mes calculs. Donc finalement, les calculs d'endettement vont être exactement les mêmes. La SCI ne va rien changer à ça. Les calculs sont exactement les mêmes, ok? Et même si tu mets des sociétés, etc., finalement, ça change pas les calculs. Ce qui peut avoir un intérêt en SCI, c'est justement le fait d'être 2 et de s'associer à une personne qui est riche, tout simplement. Parce que du coup, il va ramener un gros avantage où quand on va faire les calculs, ça va vous donner de l'air. Ou que toi, tu détiennes 50% de ta SCI, par exemple, et tu te mets avec une société, une SAS, je sais pas moi, qui a un bar, un resto, j'en sais rien, n'importe quel type d'activité qui génère beaucoup d'argent et qui du coup viennent renforcer ta position aux yeux de la banque comme étant plus finançable. Mais dans le fond, les calculs sont les mêmes. Donc la SCI n'est pas un miracle pour lever de la dette. Sinon, tout le monde ferait de la SCI et puis ça changerait tout. Crois-moi, j'en aurais bien plus que j'en ai en ce moment. Et puis je galérerais pas des fois à trouver des financements, même si j'y vais en société. Ok, la société c'est pas miracle, c'est pas écran. Non, ça va pas t'exclure du calcul d'endettement, etc., etc. Donc ça, faut que tu l'aies en tête. Maintenant, ça peut avoir des avantages, c'est que tu vas être obligé de t'associer à quelqu'un. Donc déjà, vous êtes 2, vous êtes plus fort pour aller lever de la dette. Alors, ça a un coût, c'est-à-dire que bah, du coup, les résultats de la SCI, ils sont aussi divisés en 2. Tu lèves plus, mais tu divises en 2. Donc l'un dans l'autre, finalement, tu gagnes peut-être la même chose. Mais ça te permet d'aller plus vite et de faire plus d'opérations quand même. Et puis, bah, à toi de trouver quelqu'un qui a un bénéfice, vous devez être complémentaires. Il doit avoir une situation financière intéressante pour aller lever de la dette. Si tu te mets avec quelqu'un qui a une situation, je vais être dur, hein, mais de merde financière, je parle, bah il va plus te tirer du plomb dans l'aile qu'autre chose. Donc ne t'associe pas, en business avec des gens qui ont des revenus extrêmement faibles. À moins que toi, tu en aies des énormes et que tu le compenses, mais peu importe, il va te ralentir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, tu l'as compris, la réponse est non, c'est pas une arme ultime. Mais ce qui nous amène quand même à la 8e et dernière partie de cette vidéo. Donc, mets-moi dans les commentaires si déjà t'as kiffé, si t'as appris des choses. Moi, je les prends tous, on va répondre. Franchement, c'est super cool. Moi, j'aime bien, j'adore YouTube pour ça, c'est ma plateforme favorite. Là maintenant, pour terminer cette vidéo, je te demande encore 5 minutes. Si tu es resté jusqu'à là, de toute façon, c'est que tu es déterminé, c'est que tu as envie d'investir en IMO. Donc ça se fera. Donc ça serait quand même con de louper cette 8e partie. C'est comment moi j'utilise mes SCI. Parce que j'ai des SCI, j'en ai plusieurs. Tu peux en avoir autant que tu veux d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 10, 50. Tu fais ce que tu veux. À chaque fois que tu ouvres une SCI, tu n'es même pas obligé d'avoir des associés différents. Moi j'ai plein de SCI, puis je les ai toujours avec le même associé qui est mon frère. Et il n'y a pas de souci. J'en ai d'autres avec des amis, avec des associés différents. J'en ai à 2, j'en ai à 3, j'en ai à 4 dedans. Tu peux faire ce que tu veux. L'avantage de la SCI, pour moi, il est stratégique. Il est qu'au bout d'un moment,
j'ai commencé à investir en perso pour justement dans ma stratégie pouvoir toucher du cash, améliorer un petit peu ma qualité de vie. Et ensuite je me suis dit ok stop, j'arrête le perso, j'ai pris mes 2 premiers biens immobiliers en perso, j'ai dit maintenant j'arrête le perso, j'ai suffisamment pour vivre parce que le perso, quand tu commences à bien gagner ta vie, tu l'as compris, je prends une tranche marginale d'imposition qui est élevée, donc je me dis ok stop, parce qu'à un moment je me fais rattraper un peu par les impôts et j'ai pas envie de me faire foudroyer. Donc c'est bon, j'en ai 2, j'ai 2 immeubles, j'ai 10 apparts en nom propre, j'arrête là. Maintenant, je passe en société. Parce que si jamais j'arrive plus à ramener à zéro, je prendrai une fiscalité qui est quand même plus légère. Et ça me permet aussi de structurer quand même. Et tu vas voir que ça a quand même un avantage aussi au niveau des banques. C'est que ça me permet de structurer mon activité et de me professionnaliser. Donc oui, ça m'esquive pas l'endettement, mais quand même aux yeux de la banque, quand tu commences à arriver avec une SCI, 2 SCI bien structurées, qui s'autogèrent, ça montre aussi quand même le sérieux. Donc oui, dans les faits, ça change pas le calcul, mais quand même ça commence aussi à jouer en ta faveur dans la vision. Donc ensuite, j'ai monté mes SCI, et moi, premier tips, je mets un bien par SCI, toujours. Pourtant, je suis avec le même associé depuis 7 ans que je fais de l'IMO maintenant, et on a plein d'SCI à chaque fois qu'on achète un bien. Pourtant, c'est moi et lui 50-50, ça change rien. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est un peu con, parce qu'à chaque fois, tu repayes des frais de gestion, des frais d'ouverture d'une SCI, etc. Je préfère ça que de cumuler plusieurs biens dans une même SCI. Pourquoi je te dis ça? Parce que cumuler plusieurs biens dans une SCI, ça veut dire cumuler plusieurs loyers. Je te donne un exemple qui nous est arrivé l'été dernier. Pour tous ceux qui faisaient du Airbnb, on a failli prendre la TVA. Et comme en fiscalité, c'est quand même toujours plus ou moins pareil, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer demain, je ne sais pas ce qui va se passer là courant cette année 2026, ni en 2027, ni en 2028, je ne sais pas, et personne ne le sait. Peut-être même le gouvernement aujourd'hui, ils vont nous prendre un truc qu'ils ne savent même pas. Ce qui est sûr, c'est que la fiscalité, c'est rarement noir ou blanc, c'est souvent gris. C'est-à-dire que ils sortent des règles, mais qui sont toujours avec des seuils et des paliers. Tu vois, je t'ai parlé d'IS tout à l'heure, jusqu'à 42 500 c'est 15, ensuite c'est 25. C'est pas noir ou blanc, c'est soit c'est 15, soit c'est 25, soit c'est 0, soit tu payes 25. Tu vois, ça va être TMI, c'est progressif. C'est ça, ensuite c'est 11, ensuite c'est 30, ensuite c'est 41, et puis tu as des seuils comme ça. C'est comme le LMNP, tu as des seuils. Et bien en fait, là on a eu le cas où on a failli avoir la TVA. Le seuil c'était ok, si vous dépassez 90 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes assujetti à la TVA. Si vous restez en deçà, c'est bon. Et c'est le cas dans plein de régimes fiscaux, c'est quasiment tout le temps comme ça. Donc en fait, partant de ce principe que régulièrement, je suis pas en train de dire que ça va me couvrir de toute éventualité, mais régulièrement, quand la fiscalité vient à changer, ce qui arrive souvent en plus en ce moment avec les projets de loi de finances, etc. Souvent ils vont mettre des seuils. Ok, jusqu'à temps, pour ceux qui gagnent tant. Donc ce qui est sûr, c'est que plus j'arrive à réduire mon chiffre d'affaires sur ces entreprises, ces SCI, plus je me couvre. Je te prends un exemple, j'achète un immeuble, il fait 60 000 euros de loyer de chiffre d'affaires à l'année. J'achète un deuxième immeuble, il fait 60 000 aussi. Si je les ai sur 2 SCI différentes, lorsque potentiellement aurait pu passer la loi de la TVA, moins de 90 000 euros les deux, je suis pas touché. Je mettais les deux dans la même, je passais à 120 000, je prenais la TVA. Tu vois un peu? C'est stratégique. Donc oui, ça me coûte un bilan comptable chaque année à 1500 balles, mais ça peut me faire gagner beaucoup d'argent dans l'avenir. Donc moi, je préfère structurer ça comme ça. C'est aussi une facilité mentale et de gestion de compte. Une SCI, son compte, un bien. Pour ma gestion, je trouve ça plus simple. Ok, pour la clarté, ensuite quand tu vas lever de la dette, expliquer à des nouveaux partenaires, je trouve ça plus simple. Mais l'intérêt numéro 1 pour moi, il est aussi fiscal et dilution de risque. Ensuite, deuxième avantage de faire les SCI, c'est que tu vas pouvoir, en couplant ta société civile immobilière à ce qu'on appelle des holdings. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la holding aujourd'hui, ça serait hors sujet et complètement trop compliqué et trop long. Mais une holding, c'est une société mère, d'accord, qui va détenir des parts dans ta SCI. Je t'introduis à la holding, pourquoi? Parce que ça peut avoir un intérêt sur pourquoi je fais des SCI. Moi, mes SCI, j'en détiens aucune en perso. Toutes mes SCI sont détenues par ma holding. Ce qui permet quoi, pour rester pédagogique et vraiment frontal et simple? C'est-à-dire que j'ai acheté un bien immobilier, ton premier bien immobilier, tu vas l'acheter en SCI, disons, la banque va potentiellement te donner un apport. Donc lorsque tu débutes, cet apport, il est personnel. Tu vas le prendre sur ton épargne perso, quoi qu'il arrive. Tu vas mettre 20 000 euros d'apport dans l'opération, tu vas laisser l'opération immobilière tourner, rapporter de l'argent avec les loyers pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, dans 4 ans, tu as envie de faire un nouvel achat immobilier. Tu ouvres une nouvelle SCI, et là, la banque te redemande de nouveau 20 000 euros d'apport. Et là, tu dis, j'ai 70 000 euros sur la première SCI, parce que ça fait 5 ans qu'elle tourne. J'aimerais bien prendre ces 20 000 et puis les mettre en apport pour acheter le deuxième bien. C'est bon, j'ai plus envie de mettre mon argent personnel, qui a déjà subi l'IR, etc. En plus, j'ai envie de le garder, cet argent-là. Eh bien, prendre l'argent de la SCI 1 pour l'envoyer vers la SCI 2 de façon directe, c'est illégal en France. Tu ne peux pas faire ça. Il faut
passer par ce qu'on appelle une holding. Si ta holding, la société mère, détient suffisamment de parts chez la fille, donc la SCI 1, et suffisamment de parts chez la fille numéro 2, la SCI 2, tu vas prendre l'argent de la SCI 1, tu vas envoyer tes 20 000 à ta holding, qui va renvoyer les 20 000 à la société civile immobilière numéro 2 que tu viens de créer. Ça, tu peux le faire. Ça a un léger coût fiscal, ok, un petit frottement fiscal, mais franchement, ça coûte pas grand-chose. Ok. Et là, en fait, ça te permet à terme, pas au début, mais à terme, de ne plus du tout, on va dire, venir te ronger ton épargne personnelle. Ça n'impacte plus ta vie privée, entre guillemets, si je puis dire, que d'investir en IMO et de remettre de l'apport. Et si tu as commencé à investir, tu le sais que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est qu'à chaque fois on te demande des apports, potentiellement. Ça nous arrive encore d'avoir du financement sans apport en 2026. Chez moi, chez les élèves, ça reste quand même beaucoup plus rare. Et donc à un moment, tu te dis, bah, je suis pas un puissant fond, quoi. Il y a un moment, c'est ma vie privée qu'on impacte parce que je fais un sacrifice. Je ne veux pas pouvoir partir en vacances cet été parce que du coup, je dois mettre 15 000 € là dans un apport. Mais tu crois à l'avenir, tu crois à tes investissements et tu as raison de le faire. Moi, je me suis sacrifié pendant 5 ans. Mais au bout d'un moment, bah, tu as l'effet boule de neige de tous tes sacrifices qui arrivent. Et là, tu dis, bah en fait, non, maintenant, c'est cet essai-là qui va donner l'argent pour ce prêt, etc., etc. Donc ça, en fait, tu peux le faire du coup à moindre coût parce que là, tu n'as pas besoin de sortir de flat tax. Donc l'argent, il est très peu taxé. Donc tu le prends d'une société, tu l'envoies vers l'autre, c'est peu taxé, tu passes par le holding et ça, c'est un gros avantage des sociétés civiles immobilières. Et enfin, autre point, je te l'ai promis en début de vidéo, justement, quand tu en arrives à ce type de montage, tu peux ouvrir ta société civile immobilière seule. Je te dis, il faut au moins 2 personnes ou 2 entités. Eh bien, tu peux très bien détenir, je prends un exemple de répartition aléatoire, mais 50% de ta SCI, toi, à titre perso, et 50% ta holding, qui est ni plus ni moins une SASU, par exemple, donc tu es unipersonnel, tu es le seul propriétaire de ta SASU, tu donnes 50% des parts de ta SCI à ta holding, 50% des parts à toi, personne physique, tu n'avais pas besoin d'associer, tu as quand même une holding, tu as quand même une SCI, pardon. Tu vois, c'est des choses qui sont possibles. Ou tu as une société commerciale, je sais pas, à côté, tu as, j'allais dire un bar, un resto, tu vas me dire, mais pourquoi tu veux que tout le monde ait des bars, des restos, mais autre chose, un kebab, un magasin, une activité, ou même tout simplement, tu as une activité en ligne, je sais pas, tu as un numéro de SIRET, tu as une société commerciale, tu mets ta société commerciale et toi, et tu n'as pas besoin d'associer. Ok. Après, c'est des choses qui sont possibles. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Ça peut avoir un intérêt. Est-ce que tu préfères pas avoir un vrai associé aussi sur le terrain pour t'aider, etc., à rapporter de la valeur financière? Ou alors tu as une boîte qui fonctionne très fort et là tu as tout intérêt à la mettre parce qu'elle va aider à lever de la dette. Tu as compris un petit peu l'idée. Donc c'est un peu comme ça, moi, que j'utilise mes SCI. Donc j'ai du nom propre, j'ai de la SCI, je les ai chaperonnés par des holdings et aujourd'hui je bâtis mon parc en utilisant la trésor des SCI. Donc la SCI la plus vieille, la SCI 1, a aidé à payer la 2. La 1 a encore aidé à payer la 3 parce que la 2 avait pas encore suffisamment capitalisé. Puis quand j'ai ouvert la 4, c'est bon, la 2 elle avait suffisamment d'ancienneté, elle avait suffisamment de loyer, elle a permis à mettre l'apport de la 4, puis après la 5, et tu vois, et en fait c'est là que tu commences à faire effet boule de neige. Tu te représentes chez le banquier, regardez, la SCI 1 elle a 50 000 balles, la SCI 2 elle a 25 000 balles, la SCI 3 commence, elle a que 5 000 €. Et en fait au fur et à mesure des années, tout grimpe, à condition bien sûr que tu ne sortes pas de flat tax, tu sortes pas l'argent et que bah en fait tu te ramènes un peu à zéro. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit, je veux pas partir sur le discours mindset, machin, sacrifice, mais au début tu dois savoir ce que tu veux. Soit tu veux laisser cumuler l'oseille et devenir de plus en plus fort en banque et aller relever de la dette, soit tu veux tout cramer. Moi ça fait 7 ans que je fais de l'IMO, j'ai sorti 0 centime de dividende, 0 centime de flat tax sur mes sociétés. Je préfère encore garder mon mode de vie bas et pouvoir lever de la dette à mort. Moi c'est toujours ce que je dis, réfléchis comme un riche, dépense comme un pauvre. Je ferme ma parenthèse mindset parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais moi en tout cas c'est ce qui m'a permis de m'enrichir, d'atteindre en 7 ans plus d'une quarantaine de lots. Aujourd'hui on grimpe plus forcément parce qu'on arbitre aussi beaucoup. On a fait plus de 20 000 réservations sur Airbnb Booking, on génère certains mois, notamment l'été, plus de 45 000 € de loyer Airbnb chaque mois. Donc je te dis pas ces chiffres pour me vanter, il y a bien mieux que moi, il y a bien moins que moi, c'est pas la question. J'essaie de m'améliorer chaque année, mais c'est pour te montrer qu'on a quand même fait quelques opérations, on a un peu de recul et que c'est possible surtout. Il m'a fallu 7 ans. J'ai commencé en fin 2018, début 2019, je te fais cette vidéo en 2026. Donc il m'a fallu 7 ans pour arriver à ce niveau-là. Et c'est un continuel amélioration évidemment. Ça s'arbitre, on rachète, etc. Mais ça marche, ça prend. Ça va pas prendre forcément en 2 ans, ça dépend d'où tu pars. Mais moi je partais de pas forcément grand-chose, d'une situation lambda. Donc ça prend un peu de temps. Voilà, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo, qu'elle t'aura mis un petit peu de contexte. J'ai essayé de rester vraiment simple, ok? Donc oui, si tu es extrêmement pointilleux, précis, tu vas pouvoir mettre dans les commentaires des petites choses à droite à gauche, je le sais, j'ai voulu rester vraiment entre guillemets semi-superficiel pour que tu comprennes au moins le rouage précis. Ensuite, de toute façon, tu vas t'accompagner de fiscalistes, d'experts comptables, donc si tu veux du détail, ils sauront te les donner, mais au moins tu pourras discuter plus ou moins d'égal à égal, tu pourras comprendre la stratégie que tu mets en place et avancer tes pions sur l'échiquier avec maîtrise. Et c'est ça l'objectif pour toi en tant qu'investisseur. Ensuite, tu te fais accompagner des personnes qu'il faut. Voilà, j'espère
j'espère que tu as kiffé. Encore une fois, n'hésite pas à la liker, à partager cette vidéo. Et puis écoute, c'est toujours un kiff de te faire ça. Et puis on se retrouve comme d'habitude sur cette chaîne chaque mercredi à midi. Je te dis ciao, ciao, à la prochaine.